Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Le texte sur la suppression du poste de Premier ministre fait actualité. Le document vient d'être transmis à la Commission des lois de l'Assemblée nationale. Il sera soumis au vote le 4 mai prochain. D'autres réformes constitutionnelles sont aussi prévues. L'État va rénover la cathédrale Saint-Antoine de Padoue. Le démarrage des travaux est imminent. Une équipe du bureau d'architecture de la présidence de la République est à Ziguinchor pour finaliser la stratégie d'intervention. Le diocèse s'en réjouit. Au menu de week-end de sport du football avec la CAN U17, des évolutions à noter dans le dossier Sénégal-Guinée. La fédération sénégalaise va saisir le TAS lundi et compte mener le combat jusqu'au bout. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, la fiche d'audience du chef de l'État. Il a reçu le PDG de Cosmos Énergie. L'entretien a porté sur le projet d'exploitation du gaz avec une possibilité d'alimenter le Sénégal à partir de 2024. Pour plus de détails, voici le PDG de Cosmos Énergie au micro de Oumar Nying. Nous avons informé le président sur l'état actuel de nos projets au Sénégal. La partie financière du projet Grande Tortue a été validée en décembre de l'année dernière et que maintenant, désormais, le projet avance à bonne vitesse. La quasi-totalité des contrats afférents à ce type de projet ont été signés et donc on est toujours en train de viser un premier gaz en 2022. La première phase du projet Grande Tortue sera effective début d'année 2022 et ensuite on aura les phases 2 et 3 du projet qui seront elles mises en place en 2023-2024. C'est un projet dit de classe mondiale avec un gaz extrêmement compétitif. Réforme constitutionnelle, le projet de loi numéro 7/2019 sera soumis au vote de l'Assemblée nationale le 4 mai prochain. S'il est entériné, le texte va entraîner la suppression du poste de Premier ministre et autres innovations. Le document a été transmis à la Commission des lois de l'Assemblée nationale qui va statuer chez les précisions de Salou Sek. Dans son bureau à l'Assemblée nationale, le président de la commission des lois se livre à une course contre la montre. Sa commission doit établir un rapport pour la plénière prévue dans moins d'une semaine. La conférence des présidents nous a demandé de faire des propositions de date pour son examen et tenant compte de la procédure d'urgence, j'ai moi-même proposé hier à la conférence des présidents que la commission technique puisse se réunir le mardi à 10 h et qu'on puisse programmer la plénière le samedi matin, le samedi 4 à 10 h. Le projet de loi sera examiné en procédure d'urgence. La procédure d'urgence, c'est une procédure normale. L'urgence est appréciée soit par les députés qui peuvent en être à l'origine, soit par le président de la République. Et l'article 73 précise que lorsque l'urgence est demandée par le président de la République, l'urgence est de droit. C'est-à-dire que l'Assemblée ne peut pas refuser. Conséquence, les délais de lecture et de promulgation sont réduits. L'article 60 du règlement intérieur dit que lorsqu'un texte est déposé à l'Assemblée nationale, les députés ont droit à un délai de 10 jours de lecture avant que le texte ne soit programmé en commission par la conférence des présidents. Mais lorsqu'il s'agit de la procédure d'urgence, ce délai de 10 jours est remis en cause. On prend en compte l'urgence pour pouvoir passer à l'examen. Ce n'est pas une nouveauté. C'est une pratique qui a toujours eu cours ici. À l'Assemblée nationale, les débats se préparent. Le groupe parlementaire de la majorité est en phase avec le chef de l'État sur la réforme. Elle vise principalement la suppression du poste du Premier ministre. 5 ans, comme l'a dit le président, et dans l'exposé des motifs, c'est un temps court où les attentes sont énormes. Le président a beaucoup fait en 7 ans. Il doit continuer de décliner la politique qui est adossée au plan Sénégal émergent et tout ceci devrait se faire dans un mode accéléré. C'est ce qu'on a appelé le fast track. D'autres innovations sont aussi notées dans le projet de loi. Le président de la République ne pourra plus dissoudre l'Assemblée nationale dès lors que la motion de censure va également disparaître. C'est un principe d'irrévocabilité politique. Chaque pouvoir restant dans ses fonctions. Et
L'autre innovation qui me paraît aussi assez intéressante, c'est lorsqu'un député est élu, qu'il est nommé ministre dans le gouvernement, quitte l'Assemblée, mais à la fin de sa fonction ministérielle, dès lors que le mandat est encore en cours, il peut revenir pour récupérer son siège qui était alors occupé par son suppléant. Tous ces points devront être examinés par les députés lors de la plénière. Le débat par principe est libre et que tout député a un temps de parole de 15 minutes. Mais au-delà maintenant de cela, il y a ce qu'on appelle le code de conduite qui a été défini. De 1 à 9 orateurs, le temps est de 15 minutes. Entre 9 et 15 orateurs, ce temps est de 10 minutes par prise de parole. Au-delà de 16, le temps qui est imparti à tout député est de 5 minutes. Pour l'adoption du projet de loi numéro 07-2019 portant révision de la Constitution, il faut une majorité qualifiée, c'est-à-dire 99 députés devront voter pour son adoption. Le Sénégal bénéficiaire d'un projet de pastoralisme au Sahel. Il est financé dans le cadre du programme de partenariat FAO-Union européenne pour un montant global de 9 millions d'euros. Le lancement a eu lieu en marge de l'inauguration du bureau régional de la FAO à Dakar, Penabo. Ce projet de pastoralisme Sahel qui vient d'être lancé à Dakar lors de l'inauguration du bureau régional à Dakar vient au moment opportun. Il va davantage renforcer les acquis obtenus dans le cadre de la résilience des populations pastorales et agro-pastorales dans les pays du Sahel. Au Sénégal, malgré les avancées obtenues dans ce domaine, les acteurs et les décideurs comptent jouer un rôle de premier plan. Le présent projet GLONET Sahel, qui s'inscrit dans le réseau mondial du partenariat contre les crises alimentaires, trouve toute sa pertinence dans son objectif qui est de contribuer à la résilience des populations pastorales et agro-pastorales dans les zones prioritaires du Sahel pour prévenir et atténuer l'impact des risques agroclimatiques et sécuritaires sur la sécurité alimentaire à travers des actions innovantes et structurantes. Ces axes prioritaires correspondent aux réelles préoccupations pour améliorer l'élevage pastoral dans notre sous-région. Il s'agit de l'amélioration et la diversification des moyens d'existence des ménages agropastoraux par la promotion de l'accès inclusif et équitable aux intrants et aux ressources naturelles ainsi qu'aux bénéfices économiques des échanges frontaliers. GLONET Sahel, fruit de la coopération Union européenne et FAO, va ainsi s'attaquer aux racines du mal, à savoir les symptômes des crises entre agriculteurs et éleveurs. Le soutien de l'Union européenne à ces projets s'explique par l'urgence d'inverser la tendance en matière de vulnérabilité à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition dans le Sahel. Ces vulnérabilités sont paradoxales car la région est dotée de potentialités agropastorales. Mais des innovations sont nécessaires dans nos approches pour qu'au-delà des objectifs, des outils soient mis en place et des mécanismes afin d'assurer que toutes les couches de la population, en particulier les femmes et les jeunes, puissent en bénéficier. Le résultat final attendu est le renforcement de la résilience des populations agro-pastorales transfrontalières aux crises alimentaires. Il va également contribuer aux efforts de stabilisation des zones prioritaires par le G5 Sahel au niveau régional avec comme pays bénéficiaires le Sénégal, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Lutte contre la grippe équine, la LONASE apporte son soutien. La Fondation de la Loterie nationale sénégalaise a offert un lot de médicaments au ministère de l'Élevage. Thierno Diallo. Première action sociale de la Fondation de la Loterie nationale sénégalaise, ce don de médicaments. Il est destiné au ministère de l'Élevage et de la Production animale. Le pari mutuel urbain, qui est notre produit phare, se fait avec le cheval. Vous pouvez alors imaginer tout l'intérêt de la LONASE pour le cheval. La fondation LONASE apporte son soutien au secteur en faisant un don d'une valeur de 20 millions de francs CFA, composé d'antibiotiques, d'anti-inflammatoires et de complexes vitaminiques. À travers cet appui conséquent en médicaments, vous venez de témoigner toute l'importance que vous accordez au bien-être des équidés. Nous saluons l'engagement patriotique pour la protection sanitaire des équidés
qui jouent un rôle déterminant dans l'économie nationale et notamment en milieu rural. Ce don en médicaments de la LONASE vient renforcer les actions du ministère de l'Élevage en matière de lutte contre la peste équine. Nous avons enregistré au total, depuis donc le 12 mars 2019, à l'échelle nationale, 53 150 équidés malades. Au total, 5 048 morts, dont 124 chevaux et 5 924 ânes. Je confirme aussi, je rassure aussi les populations pour dire que ce n'est pas une zoonose, ce n'est pas une maladie donc, que les animaux peuvent donner à l'homme. À travers ce don de médicaments, la LONASE démontre encore une fois tout son attachement et intérêt à la race équine. Le port autonome de Dakar veut redynamiser ses activités. Une restructuration est en vue. Le plan stratégique 2019-2023 a été présenté ce matin aux différentes parties. C'était en présence du ministre de l'économie maritime. Compte rendu Youssouf Kaba. Les études présentées ici ont révélé des insuffisances dans le fonctionnement et l'exploitation du port autonome de Dakar, ce qui confère à notre cher port un classement peu reluisant des ports les plus performants de l'Afrique de l'Ouest. Ce plan stratégique adopté par la direction générale est appelé à améliorer la qualité du service, à développer les atouts et mettre l'économie sur orbite. Le plan Sénégal émergent nous a déjà tracé la voie par la volonté politique clairement affirmée de positionner le Sénégal comme pays leader au niveau de notre sous-région. Je reste donc convaincu que cet objectif ne va être atteint qu'avec la mise en œuvre de stratégies sectorielles cohérentes, rationnelles et bien pensées avec les indicateurs de suivi pertinents. Cette ambition s'inscrit dans une suite logique du plan stratégique décliné. En 2023, fin d'exécution du plan, le port va multiplier très sensiblement sa performance pour répondre concrètement à sa vocation de moteur essentiel du plan Sénégal émergent. Nous avons de très grands projets sur lesquels nous pensons que le Sénégal peut s'appuyer pour asseoir sa mission et son objectif de devenir un hub logistique régional. Notre vision est d'être donc un moteur de l'émergence, être un acteur logistique au service des économies africaines, et nous avons ces arguments. 3 arguments sont brandis pour atteindre ces objectifs. Il s'agit dans un premier temps de la réalisation du port de Ndayane et ses zones économiques spécialisées, la mise en marche du chemin de fer Dakar-Bamako et la réduction du temps de traitement des fret de 45 jours à 4 jours. Des arguments valables qui vont sans doute améliorer la performance du port autonome de Dakar. 8e édition de la journée des jeunes filles dans les TIC, insertion des jeunes filles et des femmes dans les secteurs des technologies de l'information et de la communication. Un atout pour le développement durable, c'est la thématique qui a occupé les réflexions et c'est l'auditorium de l'université de Thiès qui a servi de cadre. Philomène Constance-Diagne revient ici sur les temps forts. Leur présence dans les réseaux sociaux et autres supports du numérique est remarquable. Les filles et les femmes, car c'est d'elles qu'il s'agit, sont conscientes de la contribution des TIC dans leur autonomisation. Je tiens à encourager les jeunes filles et les jeunes gens aussi, je ne les oublie pas, ici présents, à s'investir dans ce domaine d'avenir qui ouvre des perspectives infinies à tous les domaines du savoir et à tous les domaines d'activité de l'homme. À cette 8e édition, plusieurs présentations ont été faites, toutes ayant un message en commun, celui de faire bénéficier les avantages du digital à la gente féminine. Et pour cela, les acteurs ont renouvelé leur engagement d'accompagner les startups. À Sonatel, nous sommes convaincus que la technologie reste un formidable levier pour booster le développement socio-économique du Sénégal. Et c'est la raison pour laquelle la responsabilité sociétale d'entreprise, la RSE, a été très tôt intégrée dans la stratégie de l'entreprise. Avec une fracture numérique de genre de l'ordre de 25%, une synergie d'action de tous les acteurs du monde des TIC s'impose donc pour permettre la pleine participation des femmes au TIC pour leur épanouissement personnel, professionnel et social. Des exemples de réussite dans les TIC se sont présentés au public venu nombreux, occasion pour les autorités en charge de l'économie numérique d'encourager l'implication des femmes dans les TIC à travers plusieurs programmes.
Notre département continuera d'entreprendre des actions fortes et décisives en privilégiant l'encouragement et l'encadrement des jeunes filles à intégrer les métiers de la technologie et du digital à travers le programme Jigen Chitif. De l'animation, du théâtre, de sensibilisation pour inciter les jeunes filles à oser entreprendre dans les TIC. Quelques moments qui ont marqué la célébration de cette 8e édition de la GIFTIC. Prévention des risques d'accidents professionnels chez les acteurs de l'agroalimentaire. Une délégation de la Caisse de sécurité sociale s'est rendue à Kaolack pour sensibiliser sur l'importance de la fonction sécurité au travail et les mesures de prévention. Claire Diop nous en dit un peu plus. L'ambition est affichée, accompagner et encadrer les agriculteurs et autres opérateurs publics et privés impliqués dans le domaine de la gestion agricole. Cela pour booster davantage la production et impulser le développement. Le Paris, projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel, est lancé à Dakar le 31 octobre 2013. Il intervient dans 6 pays sahéliens: Burkina Faso, Sénégal, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad. Il a été constaté que les superficies irriguées au niveau du Sahel, notamment au Sénégal, sont très faibles et qu'il va falloir véritablement, si on veut atteindre en tout cas nos objectifs en termes de développement de l'agriculture, il faut sensiblement augmenter donc les superficies irriguées. C'est un projet régional dont l'objectif est véritablement d'augmenter les superficies irriguées dans le Sahel. Voilà, donc je pense que de ce point de vue, tout le monde comprend qu'il aura un impact important dans la région de Kaolack. La maîtrise de l'eau est plus qu'une nécessité pour le développement d'une agriculture durable. Les attentes restent fortes. Beaucoup d'efforts ont été consentis par l'État du Sénégal. Ils ont prévu de mettre en place un comité régional qui va dirigé par le gouverneur. À côté de lui, les services techniques pour un peu accompagner et assurer le suivi de la mise en œuvre de ce projet-là, d'un coût de 16 milliards et qui va permettre d'augmenter de manière considérable les rendements. Aujourd'hui, on a dépassé la période où on ne cultivait qu'en saison de pluie. Il y a des ressources disponibles. Maintenant, il faut faire des aménagements, je pense qu'ils ont même prévu de la grande irrigation, de l'irrigation communautaire, etc. Ça, c'est les aspects techniques. Mais en tout cas, on espère qu'avec ce projet, il y aura une augmentation considérable des rendements. Le Paris est financé par la Banque mondiale à hauteur de 16 milliards de francs CFA pour une durée de 6 ans. Les cibles sont essentiellement les exploitations familiales, les organisations paysannes ainsi que les structures partenaires. Pour cette première phase, le bassin arachidier, la vallée du fleuve Sénégal et la Casamance, les 3 zones choisies pour la mise en œuvre. Je le disais en titre, la cathédrale Saint-Antoine de Padoue va être rénovée sur instruction du chef de l'État. Une équipe du bureau d'architecture du palais est à Ziguinchor pour finaliser la stratégie d'intervention pour démarrer les travaux. Une nouvelle très bien accueillie par le diocèse qui se réjouit de cette décision du chef de l'État. Abdulaziz Ban à Ziguinchor. Dans la cathédrale Saint-Antoine de Padoue de Ziguinchor, l'équipe du bureau d'architecture, après un premier passage pour constater, il s'agit aujourd'hui de finaliser la stratégie d'intervention afin d'entamer les travaux de rénovation. Nous sommes à nouveau de retour avec l'équipe des ingénieurs pour pouvoir faire une comparaison par rapport aux préétudes que nous avons déjà et pouvoir définir la stratégie de mise en œuvre des travaux. C'est vrai que la cathédrale qui a été construite en 1921 n'a pas connu de travaux de réhabilitation depuis lors, sauf certainement en 2000, mais il s'agissait, je pense, de travaux ponctuels, d'entretien et des interventions assez légères. Je pense qu'aujourd'hui, le temps est venu de lui donner une nouvelle vie, un nouveau souffle, parce que bien évidemment les structures ont tenu. Il y a eu quelques infiltrations, il y a aussi les termites qui ont attaqué les structures.
Je pense que, comme s'est engagé Monsieur le Président de la République, son Excellence Monsieur Macky Sall, a apporté tout son soutien pour la réfection et la réhabilitation de la cathédrale. Donc nous allons le mettre en œuvre très rapidement. Cette visite de l'équipe du bureau d'architecture est très importante car elle permet de rassurer les fidèles sur le souhait du chef de l'État de rénover la cathédrale, mais également de définir la consistance des travaux ainsi que leur évaluation. Les travaux vont bientôt démarrer, mais quand on parle de démarrage, les gens s'attendent à un coup de pioche très rapide. Mais il y a un préalable parce que malheureusement nous ne disposons pas actuellement des plans d'état des lieux de la cathédrale. Donc il y a des préalables techniques. Il va falloir que nous refassions des relevés et il va falloir que nous étudions tout l'ensemble des lots techniques et que nous fassions des études techniques assez poussées pour mettre en œuvre. Mais de toute façon, je voudrais rassurer que le chef de l'État a donné des instructions pour que tout ceci se fasse très rapidement. Un sentiment d'apaisement et de satisfaction de pouvoir recevoir le bureau d'architecture qui nous avait déjà contacté pour nous rassurer et rassurer les fidèles que le chef de l'État a pris la décision de reprendre la cathédrale pour les mettre dans les meilleures conditions de sécurité pour les offices religieux, les célébrations. Donc c'est pour nous une occasion de les remercier d'avoir accepté de faire le déplacement pour constater de visu la situation dans laquelle se trouve la cathédrale aujourd'hui. C'est un grand jour pour nous. Ce sera pour nous l'occasion de rassurer effectivement nos fidèles chrétiens de l'engagement de l'État à restaurer la cathédrale. Pendant les travaux, une structure sera érigée dans la cour de la cathédrale. C'est pour permettre au diocèse de bien dérouler ses activités. L'actualité internationale sous forme de brèves illustrées, nous irons au Soudan et en France, mais nous démarrons par l'Algérie où les manifestations se poursuivent malgré des mesures annoncées par les autorités. Le récit de Seydina Alunfal. Les manifestations continuent en Algérie sur fond de limosage de symboles du régime Bouteflika. Les annonces ne semblent pas calmer les contestataires. Ces derniers ne croient pas en la sincérité de cette opération main propre. Certains soulignent que les plus hauts responsables n'ont jamais été inquiétés. Dans l'opinion publique, le rôle d'Ahmed Gaye Salah, le chef d'état-major, est contesté. Au Soudan, l'armée cède mais ne rompt pas face à la contestation populaire. Le bras de fer entre le conseil militaire et l'opposition se poursuit. Les manifestants réclament un transfert rapide du pouvoir à une administration civile. Plusieurs pays africains réunis en Égypte avaient appelé à une transition pacifique et démocratique d'ici 3 mois au Soudan. Un délai plus long que les 15 jours accordés récemment par l'Union africaine aux militaires pour céder le pouvoir aux civils. Le président Emmanuel Macron s'est adressé aux Français. Il a présenté 4 orientations destinées à répondre à la crise sociale incarnée depuis plusieurs mois par les manifestations des Gilets jaunes. Emmanuel Macron a annoncé une série de mesures tirées des enseignements du grand débat national. Un changement de démocratie en profondeur, remettre l'humain et la justice au cœur du projet national, investir dans les grandes transitions et renforcer la nation des citoyens. Les 4 grandes orientations qui ont été dégagées. Chez nous en venons à l'actualité sportive du week-end. Bonsoir Elachia, notre ami, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Romo. Alors au menu de vendredi sport, la Ligue 1 avec le programme de la 23e journée. On parlera également de Sadio Mané. Mais tout d'abord, la CAN U17 Sénégal-Guinée. On joue les prolongations sur le terrain administratif. Ouais, le Sénégal qui avait déposé une requête contre la Guinée après avoir été battu par les Guinéens, les jeunes Guinéens. Eh bien, malgré la réponse de la CAF qui avait donné raison à la fédération guinéenne, la fédération sénégalaise de football compte mener le combat jusqu'au bout. C'est évidemment l'affaire des présumés fraude sur l'âge de deux jeunes joueurs guinéens. Et bien sachez que la fédération sénégalaise de football va saisir le TAS dès ce lundi, le tribunal arbitral du sport, et elle ne compte pas reculer. Et les preuves données par le Japon confortent justement la fédération sénégalaise de football dans sa démarche. Et donc
la Fédé qui va donc poursuivre ce combat juridique. On va faire un focus sur cette affaire avec Ibrahim Mbo. Aboubakar Konté, Ahmed Tidiane Keïta, les deux joueurs guinéens indexés par le Sénégal. Sûr de son fait, la Fédération sénégalaise de football a déposé une réclamation auprès de la CAF au lendemain de la défaite contre le Sili, sans avoir gain de cause. La CAF ne nous a pas donné raison dans un premier temps, la commission de discipline. Elle dit d'ailleurs dans sa décision que pour le moment, la Guinée reste qualifiée et donc va disputer les demi-finales. Parce que au moment où elle rendait cette décision, elle avait jugé que nous avions donné quand même un certain nombre d'éléments qui étaient, pour nous en tout cas, probants, qu'il était d'ailleurs aussi pour eux, mais peut-être pas suffisant pour eux. Débouté par le jury disciplinaire de la CAF, le Sénégal n'avait plus qu'une seule option, saisir le tribunal arbitral du sport. Nous avons déjà saisi notre avocat au TAS, de manière à ce que dans les délais requis, qu'il puisse saisir le tribunal arbitral du sport et que le dossier soit effectivement porté au niveau du tribunal arbitral du sport. Maître Moussa Sarr est un avocat d'affaires. Il a défendu en 2017 le dossier de l'USO devant le TAS. Selon lui, toute une procédure sera mise en branle par le tribunal suisse. La Fédération sénégalaise de football a le droit, si toutes les voies de recours devant la CAF sont épuisées, de saisir le tribunal arbitral du sport en faisant ce qu'on appelle une déclaration d'appel. C'est une requête écrite par laquelle la Fédération sénégalaise de football défère devant le tribunal arbitral du sport la décision rendue en dernier ressort par la Confédération africaine de football, en indiquant dans cette requête les griefs contre cette décision. Elle produit également à la Fédération les pièces justificatives qui fondent sa demande concernant une éventuelle annulation de cette décision, objet du recours. Et puis voilà, la procédure arbitrale est déclenchée, il y a des frais de procédure à payer, des honoraires des arbitres à payer, des échanges, n'est-ce pas, de mémoire qui contiennent les arguments des différentes parties. Et ensuite, dans un délai de 4 mois, en principe ou plus tard, le tribunal arbitral du sport rend une décision après avoir fixé au préalable, après les échanges de mémoire, une date d'audience pour faire un interrogatoire, entendre toutes les parties et les avocats vont plaider. Aujourd'hui, les preuves fournies par le Japon à la CAF donnent plus de force aux arguments de la fédération, des preuves versées dans le dossier. Aujourd'hui, je viens d'apprendre qu'en dehors de ce courrier qui avait été fait et qui confirmait que les deux joueurs, je crois que c'est Keïta et Aboubakar Konté, ont bien joué la International Dream Cup avec une date de naissance, même jour et même mois, mais né en 2001. Et ce matin, on nous a confirmé que d'ailleurs les Japonais ont aussi envoyé les passeports que les jeunes avaient présentés et que la Guinée avait présentés lors de ce tournoi. Depuis le début de l'affaire, la Fédération guinéenne de football botte en touche les accusations. Elle a adressé une lettre dans ce sens au secrétaire général de la Confédération africaine de football. La Fédération guinéenne de football rejette catégoriquement et formellement ces allégations infondées et rappelle que les seules informations officielles et fichiers sportives de ces deux joueurs sont celles soumises sur le système de la CAF. Quoi qu'il en soit, les fédéraux sénégalais comptent mener le combat jusqu'au bout et espèrent une issue heureuse. Je ne vois pas comment, ni pourquoi d'ailleurs, la Confédération africaine ne donnerait pas droit à la requête sénégalaise et disqualifierait effectivement la Guinée de ce tournoi. Je pense que c'est un bon dossier qui est parfaitement défendable. Et par conséquent, je pense que le tribunal arbitral du sport pourrait sanctionner la décision de la CAF. Si le TAS donne gain de cause au Sénégal, la Guinée s'expose naturellement à des sanctions.
Au cas où les faits incriminés seraient avérés, l'association nationale reconnue coupable sera suspendue de participation aux 2 éditions suivantes de la Coupe d'Afrique des Nations U17 et son équipe sera éliminée de la compétition si cette dernière est toujours en cours. En attendant, la Guinée joue ce dimanche sa finale contre le Cameroun. Après, place à la bataille juridique. En attendant donc de tirer cette affaire au clair, et la Cherno Dramé, on joue toujours sur le terrain, comme l'a dit Ibrahim Moup, ce week-end, la finale et la petite finale. Oui, la petite finale, ce samedi, elle va opposer le Nigeria, qui a justement été éliminé par la Guinée, à l'Angola. L'Angola éliminé par le Cameroun. Le Cameroun justement qui va disputer la finale face à la Guinée. Ce sera donc dimanche à partir de 12h30. Le coup d'envoi est à 13h. Mais bien évidemment, on donne rendez-vous avec le Desk Sport aux téléspectateurs pour donc leur proposer cette finale de la CAN des U17 qui, je le rappelle, se joue en Tanzanie. À présent, l'on s'intéresse à Sadio Mané, l'attaquant de Liverpool dans le 11 type du championnat anglais. Ouais, Sadio Mané qui est en course pour le titre de meilleur joueur de Premier League. Et donc dans le 11 type plébiscité par les joueurs, puisque ce sont les joueurs eux-mêmes qui votent pour élire les joueurs qui vont être retenus ou qui sont retenus dans le 11 type des meilleurs joueurs de la saison. Eh bien, il est donc dans ce 11 type en compagnie de Raheem Sterling et Kun Agüero. C'est le trio d'attaque de ce 11 type de la Première Ligue. Et sachez que Sadio Mané, qui actuellement joue face à Huddersfield, a marqué un doublé, ce qui porte à 20 son nombre de buts en Première Ligue. Nous terminons avec le football, avec bien sûr la Ligue 1 comme promis à la 23e journée et Génération Foot qui espère déjà être championne. Ouais, Génération Foot qui doit jouer dimanche à Denis Biram Ndao. Eh bien, les jeunes Grenats pourraient déjà être champions puisqu'ils ont 10 points de plus que leurs suivants, leurs principaux suivants, qui est donc le Jaraaf. Génération Foot, en cas de victoire donc face à Mour Petite Côte, sera sacré champion du Sénégal. Les autres matchs vont opposer le Casa Sport à Tenguet, l'AS Pikine à la Linguère de Saint-Louis, le Stade de Mour qui reçoit l'AS Douane, l'Union sportive de Gorée qui pourrait également sauver sa saison si elle bat la Sonacos qui elle devrait être reléguée, Niambour, Dakar Sacré-Cœur et Niary Tally Jaraaf. Ce sont les autres matchs à suivre ce week-end, ce dimanche. On va parler un petit mot de pétanque. Et la Cherno Dramé, oui, pour changer donc de discipline, la 14e journée qualificative pour les prochains championnats du monde prévus du 2 au 5 mai 2019 en Espagne. Et voilà, c'était tout. Voilà, donc c'était une brève. Hein? C'était une brève. Voilà, merci beaucoup, la Cherno Dramé. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été au rendez-vous de ce 20h. Bonne soirée sur la RTS1.